Lorsqu'un horloger meurt, un indice persiste. Bienvenue au Conte policier. Je suis votre hôte, François. Laissez un commentaire ci-dessous. D'où êtes-vous à l'écoute? Vos voix enrichissent encore ce mystère. Kamenkins. Le soleil perçait les nuages épars, apportant juste assez de chaleur pour annoncer le début de l'été dans le village de Nettershipping. C'était le genre d'après-midi anglais qui invitait au tintement des tasses et au murmure des commérages, exactement le genre de journée pour la fête annuelle de la roseraie de Madame Mortimer, un moment social modeste du calendrier du village. Mademoiselle Jane Marple, fine et aux cheveux argentés, était assise à l'ombre d'un parasol blanc au bout de la pelouse, sirotant tranquillement son thé. Elle portait un cardigan bleu pâle assorti à l'éclat de ses yeux, même si beaucoup le prenaient pour un simple signe de bonne éducation. À côté d'elle, la femme du pasteur, Madame Finch, babillait sur les sandwichs aux concombres, inhabituellement détrempés cette année. De l'autre côté de la pelouse, le vieux monsieur Blackwood, l'horloger à la retraite, tenait sa cour près du bain d'oiseaux. Sa grosse chaîne de montre en or, aux ornements absurdes, brillait au soleil tandis qu'il racontait une histoire qu'il avait sans doute trop souvent racontée. Des enfants, courant dans des éclats de rire et les genoux tachés d'herbe, se faufilaient entre les jambes des adultes, sous la surveillance distraite de leurs mères épuisées. En bref, tout était idyllique. Et puis le cri résonna à travers les haies comme le claquement d'une corde de violon. C'était la jeune Harriet Sim, à peine 20 ans, secrétaire du notaire de Marquette Darnley, à qui l'on avait demandé d'aller chercher une autre boîte de biscuits dans le salon des Mortimer. Elle se tenait maintenant devant la porte-fenêtre, une main gantée sur la bouche, l'autre tremblante et pointant vers l'intérieur. Je crois qu'il est mort. Un silence soudain s'abattit sur le jardin, comme si les roses elles-mêmes avaient interrompu leur floraison. Quelques instants plus tard, M. Blackwood avait été retrouvé affalé sur le bureau du salon des Mortimer. Ses lunettes étaient de travers, la bouche entr'ouverte. La chaîne de sa montre, sa fierté, était cassée, un bout traînant sur le tapis. Le petit réveil de voyage qu'il portait toujours dans sa poche s'était arrêté à 3h47 précises. Lorsque l'agent Perring arriva du poste à vélo, essoufflé et rougi par le soleil, Madame Mortimer s'était déjà évanouie à 2 reprises et se faisait ranimer à coups de brandy et d'éventails sévères. Miss Marple se tenait près de la fenêtre, contemplant tranquillement la scène avec le détachement serein d'une femme ayant vu pire. La pièce était intacte. Aucune trace de lutte. Aucune trace d'effraction. Juste le corps d'un homme qui s'était retiré sans ennemi connu, et pourtant dont le temps était clairement écoulé. Elle se tourna vers Harriet, toujours pâle, serrant son réticule comme un radeau de sauvetage. « Ma chère, dit doucement Miss Marple, quand vous l'avez trouvée, la fenêtre était-elle ouverte comme elle l'est maintenant ?» Harriet cligna des yeux. Je crois. Je ne me souviens pas l'avoir touchée. Miss Marple hocha simplement la tête et tourna son regard vers l'horloge de la cheminée, dont le tic-tac continuait de tourner. « Curieux, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. La fête du village était oubliée. Les conversations sur les roses et les gâteaux éponges laissèrent place à des murmures, des regards en coin et des spéculations un peu trop fortes. Nettershipping, malgré tout son charme, avait glissé dans la première ombre du soupçon. Et Miss Marple, observant discrètement le jardin sombrer dans le trouble, soupçonnait déjà que la mort de M. Blackwood s'avérait bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Nettershipping n'avait jamais vraiment connu de scandale. Il aimait les petits ennuis, disputes de haies, bégonias trop arrosées, le murmure d'une liaison illicite entre le garçon boucher et la nièce de la postière. Mais un meurtre, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était une toute autre affaire. Et bien que l'agent Perring ait soigneusement choisi le terme de « mort subite », personne au village ne l'entendait sans y substituer silencieusement quelque chose de bien plus sordide. Au crépuscule, la nouvelle s'était répandue plus vite que les ronces le long de la vieille clôture du moulin. Madame Pritchard, dont le mari prétendait avoir un jour remis un télégramme à M. Churchill en personne,
fut surprise chez le marchand de légumes à dire à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours trouvé M. Blackwood un peu trop habile de ses mains. Et au Stot et Lanterne, où les habitants prenaient leur bière avec juste ce qu'il faut de désapprobation pour ne pas paraître vulgaire, les spéculations allaient bon train. C'était du poison, je vous le dis, marmonna Harold Dean, le charpentier, en se tapotant le nez d'un doigt taché d'anx. On dirait bien. Les lèvres grisonnantes. Mon cousin Alf, mort dans son fauteuil, exactement pareil. Du cyanure dans un crumble à la rhubarbe, ça s'est avéré. Oh, ne soyez pas bête, dit Gwen Tiby, la serveuse. Personne n'a été empoisonné dans un crumble dans ce village depuis 1896. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple était rentrée à sa maison drapée de lierre sur Church Lane peu après 7 heures, refusant à la fois le transport proposé par l'agent Perring et la compagnie de Madame Finch, qui avait suggéré, un peu trop vivement, de former un cercle de prière. Jane préférait la réflexion à la supplication. Le village, elle le savait, en ferait largement les deux sans son aide. Elle était assise près de l'âtre, son tricot sur les genoux, un châle sur les épaules malgré la douceur de la soirée. Ses aiguilles bougeaient automatiquement. Le motif lui était familier, un motif de rose qu'elle avait copié d'un vieux modèle, mais ses pensées étaient ailleurs. Ce n'était pas seulement que M. Blackwood était mort. C'était là qu'il était mort, dans le salon de Madame Mortimer, lors d'une réunion publique, et sans aucun signe de lutte ni de trouble. Mademoiselle Marple avait une compréhension aiguë de la nature humaine, et il y avait quelque chose d'assez anormal dans une mort aussi silencieuse dans un après-midi aussi chargé. La propreté même de l'endroit l'avait amenée à s'interroger. Elle songea à l'homme lui-même. Edwin Blackwood, 78 ans, veuf, sans enfant, ancien propriétaire de Blackwood et son watchmaker à Truro, même si les et son avait toujours été optimiste. Il avait pris sa retraite à Nether Shipping 10 ans plus tôt, apportant avec lui une fortune discrète et un tiroir rempli de montres polies qu'il continuait à bricoler par habitude. Il était considéré comme excentrique, mais inoffensif. Il collectionnait les vieilles horloges, citait des proverbes latins et corrigeait occasionnellement la grammaire à la salle des fêtes. Il n'était ni apprécié ni détesté. Il avait simplement été. Ce qui rendait sa mort soudaine, au milieu d'une fête, d'autant plus déroutante. Ce soir-là, dans chaque salon et sous chaque toit en pente, les théories fleurissaient comme des digitales dans les haies. À Elm Cottage, les demoiselles Todd, des sœurs jumelles d'un âge considérable et d'une remarquable capacité à parler en même temps, étaient plongées dans leurs analyses, un chocolat chaud tiède à la main. Une crise cardiaque, sûrement, dit Ruth, légèrement plus âgée de 12 minutes. Toute cette excitation et ce gâteau. MMH ou un AVC, dit Hilda. Avez-vous vu sa main recroquevillée? Mais bon, dit Ruth en se penchant plus près. Avez-vous entendu ce que ma belle Harris a dit? Qu'elle a vu quelqu'un se faufiler par le portail. Un homme, dit-elle. Ou une femme, dit Hilda, même le contraire. Au presbytère, le révérend Finch leva les yeux de son livre avec une légère exaspération tandis que sa femme ressassait, chaque instant de la fête. Je trouve simplement cela étrange, insista-t-elle en tapotant un coussin avec plus de force que nécessaire. Qu'il meure là, dans cette maison. Vous savez combien Madame Mortimer est fière de sa réputation. Si quelque chose d'inhabituel s'était produit avant la fête, elle ne l'aurait certainement pas mentionné. Peut-être qu'Edwin Blackwood est tout simplement décédé, proposa doucement le révérend. Il était vieux, et le temps nous rattrape tous. Madame Finch lui lança un regard qu'elle réservait au brouillon de sermon qu'elle jugeait trop moderne. Alors pourquoi la fenêtre était-elle ouverte? Il cligna des yeux. La fenêtre? Oui, les portes-fenêtres. Ma belle Harris a dit avoir vu Harriet debout là, et le rideau se levait. Je m'en souviens parce qu'elle a dit que cela gâchait la symétrie de toute la présentation. Même, je suis sûr qu'il y a une explication parfaitement innocente. Il y en a toujours une. Dit-elle sombrement, jusqu'à ce que Miss Marple s'en mêle.
Le lendemain matin, Nether Shipping était en effervescence. L'inspecteur Grave était descendu de Market Darnley. Grand, anguleux et méfiant envers les petites villes, il prenait les choses en main avec un certain air de supériorité réticente. Miss Marple l'observait tranquillement tandis qu'il interrogeait les témoins dans le jardin, son carnet rempli de noms, d'heures et de descriptions qui ne formeraient jamais un tableau complet. Lorsqu'il la rejoignit, elle ne lui fit que quelques observations superficielles. « C'était un si bel après-midi, dit-elle en soupirant. Et le pauvre M. Blackwood semblait en bonne santé. Bien sûr, il avait toujours son réveil de voyage sur lui. Plutôt attaché à lui. Étrange pour quelqu'un qui ne respecte plus ses rendez-vous. » L'inspecteur Grave griffonna quelque chose et haussa un sourcil. « Et vous avez remarqué autre chose, Miss Marple ?» Elle sourit doucement. « Seulement que j'ai souvent trouvé les morts subites plutôt délibérées. » Il la fixa du regard. Elle croisa les mains. « Oh, mais je suppose que le coroner tranchera l'affaire. » L'inspecteur émit un léger grognement d'irritation et passa à autre chose. Plus tard dans l'après-midi, le bureau de poste du village devint le tribunal officieux de l'opinion publique. Madame Perry, qui tenait le guichet et pouvait trier le courrier d'une main tout en décortiquant les réputations de l'autre, venait de livrer un colis au jeune Tom Blanquin lorsqu'elle se pencha pour murmurer quelque chose à Madame Wicombe. « C'est lié à l'horlogerie, j'en suis sûr. Vous vous souvenez quand ce jeune apprenti est passé au village? Comment s'appelait-il » Madame Wicombe fronça les sourcils. « Derek? Duncan? Denny » acquiesça Madame Perry. « Dennis Valley. Grand garçon. Yeux bizarre. Il est venu il y a 5 ans pour apprendre auprès de M. Blackwood. Il est resté 6 mois, puis a disparu. De Sparrow. Eh bien, il est parti. Plutôt brusquement, je me souviens. Pas d'au revoir digne de ce nom. Juste parti. » Madame Wicombe claqua la langue. « Eh bien, ce sont toujours les plus discrets, n'est-ce pas? » En effet. Au crépuscule, Miss Marple se promenait dans son petit jardin, taillant les têtes des rosiers fanés. L'air sentait l'herbe coupée et la fumée de vieux bois. Ses pensées s'attardèrent sur Dennyval. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années, mais maintenant elle se souvenait. Il avait été poli, empressé, un peu trop intelligent. Et un jour, tout simplement, disparu. Ce n'était peut-être rien. C'était généralement le cas. Mais chaque histoire humaine, croyait-elle, avait ses propres schémas. Et d'après son expérience, peu de gens disparaissaient vraiment sans laisser un fil pendre quelque part, attendant d'être tiré. Elle se retourna en entendant frapper à la porte. L'agent Perring se tenait à la grille, casquette à la main. « Bonsoir, Mademoiselle Marple. L'inspecteur Grave voulait que je vous informe, l'autopsie est de retour. Aucun signe d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Pas de cause naturelle, alors ?» Perring s'agita, mal à l'aise. Ils ne peuvent encore rien identifier. Ils testent la tasse de thé. Il y avait des résidus. Mademoiselle Marple hocha la tête, sans surprise. « Et le réveil de voyage ?» demanda-t-elle. « Ah oui, je l'ai trouvé dans sa poche, arrêté à 3h47. Chose étrange, cependant, il était bien remonté. » Elle le remercia, le regarda s'éloigner dans le chemin, puis retourna à ses roses. Une horloge de voyage remontait avec précision, mais s'arrêta à 3h47. Et un homme mourut au moment précis où l'harmonie du groupe vacillait. Dans le monde de Miss Marple, les horloges s'arrêtaient rarement toutes seules. Les morts non plus. Elle coupa un pétale fané et murmura. « Parfois, c'est le plus petit rouage qui fait tourner toute la machine. » Elle reparlerait à Madame Mortimer. Pas directement, bien sûr. Juste une conversation amicale autour d'une tasse de thé. Les gens disaient souvent des choses très révélatrices lorsqu'ils cherchaient à paraître ordinaires. Et, quelque part sous les bavardages oiseux et les soupçons éclairés, elle trouvait le fil conducteur. Elle le trouvait toujours. Le lendemain matin de la visite de l'agent Perring, Miss Marple se réveilla tôt, comme à son habitude, bien qu'elle ait à peine dormi. Ses rêves étaient confus. Des horloges qui tic-tac,
des roses fanées et un long couloir rempli de salons identiques, chacun se terminant par une porte close. Elle se prépara une nouvelle théière de Darjeeling, resserra son châle autour de ses épaules et s'installa à son bureau près de la fenêtre. Devant elle, le village s'éveillait sous une brume légère, tout était flou et somnole. Mais Miss Marple n'était pas somnolente. Pas du tout. Elle avait une question, ou plutôt, une série de questions. Pas pour la police, qui était sans doute occupée à comparer les résidus de thé et à relever les empreintes digitales. C'était bien beau, mais peu pertinent aux yeux de Miss Marple. Les vraies réponses, comme toujours, ne résidaient pas dans la tasse ou l'horloge, mais dans les gens. Les gens disaient et faisaient des choses, et le plus souvent, ces choses trahissaient ce qu'ils entendaient cacher. À 9h10 précise, elle partit pour l'avant-décotage avec un panier de confiture de prunes, la sienne, épaisse de clous de girofle et d'une pointe de cannelle. Madame Mortimer avait toujours eu un faible pour les confitures de prunes, et Mademoiselle Marple avait toujours su ouvrir les portes avec douceur et gentillesse avant de sonder les pièces. La maison des Mortimer, une agréable bâtisse géorgienne ornée de glycines mauves, portait encore les ornements de la récente fête. Des chaises pliantes étaient adossées au et des guirlandes de fanions pendaient en petites guirlandes molles. Une légère odeur de gâteau rassis flottait dans l'air. « Oh Jane, comme c'est gentil de votre part, » dit Margaret Mortimer, pâle et un peu raide aux épaules, en faisant entrer son invité. « Tout le monde a été si gentil, même si j'aimerais qu'ils arrêtent de me regarder comme si j'avais caché le corps à la cave. J'ai du mal à mettre les pieds chez le marchand de légumes. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire chaleureux et lui tendit les confitures. « Vous avez traversé une telle épreuve. Et avec tout ce qui se passe dans votre salon, en plus. J'espère que vous avez réussi à vous reposer un peu. » Madame Mortimer expira en les conduisant au salon. « Pas grand-chose, j'en ai peur. Tout cela m'a terriblement perturbé. Et je repense sans cesse au moment où ce pauvre monsieur Blackwood s'est affalé. Si soudain. » Miss Marple prit son thé avec juste un soupçon de lait. Elle était confortablement assise, mais rien ne manqua à ses yeux. Le léger tremblement des mains de Margaret lorsqu'elle versait, l'éclat trop poli du plateau en argent, l'absence du coussin brodé qui ornait habituellement le canapé. Des perturbations, pensa-t-elle. Les petits tremblements laissés par la tragédie, la culpabilité ou la peur. « Connaissez-vous bien monsieur Blackwood ?» demanda-t-elle doucement. « Oh, pas terriblement, » dit Madame Mortimer en remuant son thé sans y ajouter de sucre. « Il était toujours agréable en compagnie, très précis. Je lui ai fait réparer la pendule du carrosse une fois. Il disait qu'il ne prenait plus de commandes, mais il faisait une exception. » Miss Marple hocha la tête. « Il était très exigeant, n'est-ce pas? Je me souviens qu'il avait dit un jour à M. Calthorpe que sa montre de poche avait un tic-tac commun et qu'il lui avait proposé de l'améliorer. » Madame Mortimer esquissa un léger sourire. « Oui, ça lui ressemble. Un brin supérieur. » Pourtant, personne ne s'attendait à ça. Miss Marple se renversa en arrière, l'air aimable. Ça a dû être pénible pour la pauvre Harriet de le découvrir. Elle semblait bouleversée. Madame Mortimer fronça les sourcils. « Oh, affreusement !» Elle était blanche comme la nappe. Elle a dit qu'elle était allée chercher la boîte à biscuits au salon et qu'elle l'avait trouvée là, comme une poupée de chiffon. Elle a pris quelques jours de congé du cabinet du notaire. Je crois que sa tante est descendue de Shrewsbury. » Miss Marple laissa un silence pensif s'installer un instant. « Je me demande, aurait-il été possible pour quelqu'un d'entrer dans le salon sans être vu? » Margaret hésita. « Enfin, je suppose, par les portes-fenêtres. Elle donne sur le jardin latéral. Mais là est terriblement épaisse. N'importe qui passant aurait fait un bruit de pas. Je pense que quelqu'un l'aurait remarqué. À moins, bien sûr, » dit Miss Marple doucement, « que quelqu'un soit déjà entré dans la pièce. » Un instant passa. Madame Mortimer cligna des yeux. « Vous pensez que quelqu'un s'est caché là, avant la fête? » « Il s'est passé des choses bien plus étranges, » dit Miss Marple en sirotant son thé. « Ou peut-être que quelqu'un avait une commission. On profite parfois de l'occasion pour régler,
de vieux contes. À midi, le village était déjà sous le choc du dernier rebondissement. La police avait confirmé la présence de poison dans la tasse de thé de M. Blackwood. De la digitoxine, un extrait de digital. Commun dans les jardins de campagne, mortel à dose suffisante. C'était subtil, son action était lente et difficile à détecter sans suspicion. Un choix judicieux, pensa mademoiselle Marple. Pas grossier. Choisi avec soin. Une visite au presbytère suivit. Le révérend Finch était sorti donner la communion, mais madame Finch, comme toujours, était impatiente de commenter. « C'est honteux, Jane, tout simplement honteux, dit-elle en s'agitant. Être assassiné lors d'une garden party. Et par poison, en plus. Comme dans un roman policier sordide. Je suis sûr que la police fera toute la lumière sur cette affaire, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Ah! L'inspecteur a passé 15 minutes à interroger le pauvre Harold Dean au sujet de la Morora. Il en garde pour son jardin, mais ça n'a pas l'air d'avoir d'importance. Et maintenant, ils ont embarqué ma belle Harris, qui prétend avoir vu un homme près du portail de la haie. Franchement, elle ne pourrait pas repérer un renard s'il dansait dans ses dahlias. Miss Marple marqua une pause. Ma belle a-t-elle dit qui elle pensait? Non. Elle a dit qu'elle n'avait pas bien vu. Juste une silhouette sombre qui s'éloignait du jardin latéral. Bien sûr, elle est myope et ne porte jamais ses lunettes lors des réceptions. Vaniteuse comme une pie. Je me demande, murmura Miss Marple. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu parler de ce jeune homme? Comment s'appelait-il? Dennis Valley. Madame Finch se figea, en train de verser de l'eau. C'est curieux. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. Mais vous vous souvenez de lui? Oh oui. Grand, plutôt intense. Très sérieux. Il se promenait les mains derrière le dos, marmonnant des trucs d'engrenage. Un peu solitaire, mais poli. Il a passé des heures avec M. Blackwood. Puis un jour, il est parti. Blackwood prétendait lui avoir trouvé un poste à Bath. Mais nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Miss Marple ne dit rien, mais son esprit s'agitait. M. Blackwood était un homme qui aimait le contrôle, la précision, la prévisibilité. Pourtant, il avait fait une exception pour un étudiant. Et cet étudiant avait disparu. Cet après-midi-là, elle rendit visite à la seule personne que tout le monde avait rejetée. Harriet Sim séjournait dans la maison de sa tante, sur Willow Lane, une maison modeste aux volets blancs et à la pelouse bien entretenue. La jeune femme ouvrit la porte, un mouchoir à la main et des cernes sous les yeux. « Oh, mademoiselle Marple. Entrez, s'il vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas là pour poser des questions. La police est déjà venue 2 fois. » « Je ne suis pas la police, » dit doucement mademoiselle Marple en entrant. « Mais je suis curieuse. » Ils étaient assis dans un petit salon décoré de fleurs fanées et de bougies éteintes. Harriet était pâle et mal à l'aise. « Je le vois sans cesse, » murmura-t-elle. Sa bouche ouverte et ses lunettes, de travers. Comme s'il était surpris. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir l'air surpris après la mort. C'était un choc, j'en suis sûr, dit mademoiselle Marple. Dites-moi, ma chère, est-ce que quelque chose vous a semblé bizarre dans la pièce? Quelque chose qui n'était pas bien? Harriet fronça les sourcils. Eh bien, maintenant que vous le dites, oui. Le plateau à thé. Il était déjà là. Déjà là? Oui, quand je suis allé chercher les biscuits. Je pensais que madame Mortimer l'avait apporté plus tôt, mais elle a dit que non. Il y avait 2 tasses sur le plateau, dont une à moitié vide. Celle qu'il tenait. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Alors quelqu'un lui avait déjà apporté du thé. Je suppose que oui. Et la 2e tasse? Harriet secoua la tête. Je n'avais pas remarqué. Je l'ai juste vu, et j'ai paniqué. Miss Marple lui toucha légèrement la main. Vous avez été très serviable, Harriet. Et très courageuse. Alors que Miss Marple rentrait chez elle dans la lumière du début de soirée, ses pensées revenaient sans cesse à l'image d'une horloge de voyage remontée à bloc, mais arrêtée. Une tasse empoisonnée déposée délibérément, en silence, devant une réception.
et un homme autrefois pris sous l'aile d'un horloger âgé, pour finalement disparaître. Les gens disparaissent rarement sans raison. Ce soir-là, tandis qu'elle regardait la lune se lever au-dessus du portail du jardin, Miss Marple s'autorisa un léger froncement de sourcils. Elle ignorait encore la réponse. Mais elle percevait désormais la forme de la question. Et à Nether-Shipping, les questions avaient tendance à mûrir et à se transformer en danger. À la fin de la semaine, les rythmes doux de Nether-Shipping avaient laissé place à quelque chose de plus vif et de plus cassant. Les conversations s'interrompaient dès l'ouverture des portes, les têtes se tournaient plus vite et les salutations s'offraient avec des sourires trop larges. L'illusion de paix flottait encore sur le village comme un parfum de chèvrefeuille. Mais sous-jacente, la suspicion s'était fermement ancrée. L'inspecteur grave, efficace et visiblement irrité par les particularités de la vie villageoise, avait tiré ses conclusions avec la même hâte qu'on remplit un horaire de train. Il revint à Nether-Shipping le vendredi matin dans une Humber grise, en sortit, les sourcils froncés, et se dirigea vers le presbytère, où il convoqua une réunion des plus proches du défunt. Mademoiselle Marple n'était pas invitée, mais elle avait, bien sûr, déjà une longueur d'avance. Hostote et lanterne, les spéculations avaient laissé place à la certitude. Il y avait désormais des suspects privilégiés, chacun avec son propre cœur de partisan et de détracteur. La question n'était plus de savoir si quelqu'un avait assassiné M. Blackwood, mais de savoir lequel. Et en tête de liste se trouvait Harold Dean, le charpentier. Du poison dans le thé, dit M. Turley, le boucher du village, en buvant sa pinte. Et qui d'autre qu'Harold a apporté le plateau, hein? Il aidait Madame Mortimer à tout installer plus tôt dans la journée. Il l'a dit lui-même. Seulement parce qu'il a mal au dos et qu'il ne pouvait pas porter de chaise, marmonna Gwen Tiby. De plus, Harold est d'une douceur irréprochable. Doucement avec une scie, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas glisser quelque chose dans une tasse. Les plus discrets sont les pires. N'importe quoi, rétorqua Gwen. Il n'a jamais eu de mots méchants avec qui que ce soit. Étage M. Blackwood était toujours cinglé avec lui. Il qualifiait sa menuiserie de piétonne, juste en face de l'Institut des femmes. Vous voyez? Un mobile. Mais Harold ne pouvait pas distinguer la morora de la rhubarbe. Ne soyez pas bête. Miss Marple, assise discrètement dans un coin avec son tricot, rangea cet échange. Il y avait toujours une énergie particulière dans les ragots de pub, pas exactement la vérité, mais des reflets de celle-ci. Des insinuations aiguisées par la répétition. Des suppositions répétées assez souvent pour prendre l'apparence de certitude. Elle avait brièvement discuté avec Harold 2 jours plus tôt, sous prétexte d'admirer le nouvel assemblage à queue d'aronde des bancs de l'église. Il s'était montré courtois, troublé et surtout déconcerté par l'examen minutieux. « Je n'ai jamais touché au plateau de thé ?» avait-il insisté. « J'ai juste apporté des chaises supplémentaires et aidé à épingler la guirlande. Madame Mortimer m'a demandé de déplacer le fauteuil de sa mère près de la fenêtre. C'est tout. » Miss Marple le croyait. Ses mains, rudes et carrées, n'étaient pas celles d'un empoisonneur. Et Harold n'était pas, par nature ou par habitude, un planificateur. Ce crime avait été calculé. Précis. Le choix du poison à lui seul avait exigé connaissance et prudence. Non, Harold n'était pas leur homme. Mais la police était moins convaincue. Pendant ce temps, Harriet Sim, la jeune femme qui avait découvert le corps, était devenue à la fois une figure de pitié et de suspicion. Elle a dit qu'elle était entrée comme ça, dit Madame Pritchard, l'orientant un exemplaire du Woman's Weekly comme s'il pouvait lui servir de boussole morale. Mais qui peut dire qu'elle n'est pas arrivée tôt, n'a pas planté le thé et n'a pas fait une scène pour attirer l'attention. Harriet, exclama Ruth Todd. Oh, n'importe quoi. C'est une gentille petite fille, timide comme une souris. Les souris timides ont aussi des dents, intervint sa sœur Hilda. Miss Marple trouvait cette théorie incomplète. Harriet était timide au point d'être invisible.
Son malaise lors de leur dernière rencontre était sincère, non affecté. Elle était visiblement bouleversée par les événements, et la soudaine fixation du village sur elle reflétait davantage leur besoin de réponse qu'une véritable culpabilité. Pourtant, un point restait curieux, la deuxième tasse sur le plateau à thé. Harriet en avait parlé, mais n'avait pas remarqué si elle était pleine ou vide. Cela pouvait avoir son importance. 2 tasses, et pourtant, M. Blackwood avait été retrouvé seul. Quelqu'un d'autre était-il avec lui peu avant sa mort? Et si oui, où étaient-elles allées? Pourquoi ne les avait-on pas vues? Miss Marple songea à la nature des garden parties. Les gens bougeaient constamment. Ils allaient chercher des choses, se relayaient aux toilettes, s'éclipsaient pour des conversations chuchotées derrière les haies de taupières. Il aurait été assez facile pour quelqu'un d'entrer dans le salon, de partager un verre et de sortir sans se faire remarquer. Elle commençait à se demander, M. Blackwood attendait-il quelqu'un? Le nom officiel suivant à apparaître était celui de Martin Calthorpe, l'avocat de Marquette Darnley. L'inspecteur Grave était arrivé au cabinet Calthorpe et Val plus tôt dans la semaine avec des questions. L'ironie du détail n'avait pas échappé à Miss Marple. Le cabinet portait toujours le nom de Denny Val, bien que personne ne l'ait vu depuis des années. Martin avait hérité du cabinet après le décès de l'associé précédent, une autre maladie soudaine, bien que tout à fait naturelle au dire de tous. Martin était connu dans le village. Poli, distant et amateur de gilets coûteux. Il jouait souvent du piano au bal des moissons et faisait partie du comité de restauration du toit de l'église, bien qu'il n'assistât jamais à la messe. La rumeur disait que Martin et Blackwood s'étaient disputés à propos d'un testament quelques mois plus tôt. On croirait que c'est son argent, aurait déclaré Martin après un déjeuner animé au presbytère. Cet homme traite chaque signature comme s'il la gravait dans la pierre. Mademoiselle Marple prit rendez-vous sous prétexte de mettre à jour ses modestes affaires. Elle trouva Martin dans son bureau, sirotant un café et tapotant sa plume sur une pile de papier. « Lee Marple », dit-il d'une voix douce. « À quoi me vaut cette charmante surprise ?» Elle lui adressa un sourire chaleureux. « Oh, rien d'urgent, monsieur Calthorpe. Mais avec toute cette agitation récente, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas laisser les choses au hasard. Vous savez comme les choses peuvent être soudaines. Regardez ce pauvre monsieur Blackwood. » Son expression resta inchangée, mais la plume s'arrêta. « Oui, dit-il finalement. Terrible affaire. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grotesque, un Nether Shipping. Vous le connaissiez bien? Assez bien. Nous croisions le faire de temps en temps, mais rien de personnel. Il était précis. Méfiant. Le genre d'homme qui tenait 2 registres et un coffre-fort que personne ne pouvait ouvrir sans une danse et un mot de passe. Et son testament? Martin hésita. Oui, je l'ai rédigé. Un document très ennuyeux. Sans chichi. Il en a légué la majeure partie à la Société horlogère de Grande-Bretagne. Quelques petits legs à d'anciens associés. Pas de famille? Martin secoua la tête. Aucune qu'il reconnaisse. Il m'a dit un jour, l'héritage, c'est ce qui reste sur la cheminée, pas autour. Assez énigmatique, mais c'était Edwin. Miss Marple le remercia et sortit avec un sourire d'adieu. Mais quelque chose bougea dans son esprit. Le testament, soupçonna-t-elle, n'était pas aussi ennuyeux que Martin le laissait entendre. Un homme comme M. Blackwood ne consacrait pas sa vie à mesurer le temps pour ensuite le donner sans réfléchir. Et si quelqu'un attendait davantage, un héritage, par exemple, ou une reconnaissance, la déception pouvait se transformer en ressentiment. Et le ressentiment, allié à la ruse, pouvait très facilement devenir immobile. Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise près de son foyer, les aiguilles s'agitant avec régularité. Le vent faisait vibrer les lilas devant sa fenêtre, et le faible tic-tac de son horloge de parquet lui parut soudain plus fort. Les suspects étaient nombreux, et chacun portait un masque différent. Le simple menuisier, la secrétaire inquiète, le notaire distant. Mais la vérité, elle le savait, résidait rarement dans l'évidence. Elle reporta ses pensées sur la pendule de voyage. Bien remontée,
mais arrêtez. Pourquoi personne d'autre n'avait-il trouvé cela étrange? Et la seconde tasse de thé. Témoin silencieux d'une rencontre privée. Peut-être même une trahison. Alors que la dernière lumière s'éteignait à la fenêtre, Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Non, elle ne savait pas encore qui. Mais elle commençait à comprendre comment. Et bientôt, soupçonnait-elle, quelqu'un d'autre à Nether Shipping commettrait une erreur. C'était toujours le cas. Le ciel au-dessus de Nether Shipping était d'un gris vaporeux le lendemain matin, le genre de temps qui semblait enfouir les secrets plus profondément dans le sol. Miss Marple y vit un bon signe. Les meurtres, selon sa longue et silencieuse expérience, mûrissaient souvent sous un ciel couvert. La lumière du soleil, avec toute sa clarté brutale, avait tendance à rendre les gens méfiants. Mais les jours nuageux brouillaient la frontière entre vérité et réconfort, et parfois, avec un peu de patience, une fissure apparaissait. Elle commença la journée non pas par une tasse de thé, mais par une visite au cimetière. Ce n'était pas une curiosité morbide qui l'Y amenait, mais une intuition. La tombe familiale de M. Blackwood avait été récemment nettoyée, chose inhabituelle, vu qu'il n'avait plus de proches. Les pierres tombales étaient alignées près du muret. Celle de sa femme, Clara Blackwood, décédée une vingtaine d'années plus tôt, et à côté d'elle, un espace récemment creusé, soigneusement préparé. Le jardinier, M. Follet, était à proximité, ratissant le gravier le long du chemin. « Ah, Miss Marple, dit-il en ôtant sa casquette. Vous venez présenter vos respects. En quelque sorte, répondit-elle. Je prépare l'emplacement, je vois. Je viens de terminer. L'inspecteur a annoncé que le corps serait rendu demain. L'enterrement se fera dans le calme. Pas de cérémonie, comme le prévoit le testament. Ah oui, son testament, dit-elle pensivement. Toujours si privé, notre monsieur Blackwood. Monsieur Follet émit un grognement. Il n'aimait pas les histoires. Pourtant, chose étrange, il venait souvent sur cette parcelle. Il restait là à parler, comme s'il attendait une réponse. Il portait toujours ce petit carnet, où il notait des choses. Une fois, il a laissé tomber un papier, tout en chiffres et en dates. Des dates. L'oreille de Miss Marple se tendit, mais son visage resta placide. Vous souvenez-vous de quel genre de date? Il haussa les épaules. Je n'ai pas beaucoup lu. Juste des chiffres. En était entouré. Le 18 juin. Je ne sais pas pourquoi c'est resté, mais c'est resté. L'anniversaire de ma nièce. Drôle de coïncidence. Miss Marple le remercia et s'éloigna, le bas de sa jupe effleurant l'herbe humide de rosée. Le 18 juin. Il y avait un peu plus de 15 jours. Elle rentra chez elle consulter son agenda. Ce jour-là, c'était un mercredi. Tant doux. Et elle se souvint de quelque chose maintenant. Monsieur Blackwood n'avait pas assisté à la conférence du WI sur les champignons locaux, qu'il ne manquait jamais. Aucune explication. Juste absent. Pourquoi un homme solitaire, méthodique à l'excès, manquerait-il un événement auquel il assistait régulièrement? Et quel rapport cela pouvait-il avoir avec une date entourée dans un carnet? De retour à son bureau, elle revoyait ses notes. Monsieur Blackwood avait été un homme régi par ses habitudes. Le genre d'homme qui n'oublierait pas comme ça. Et le chronomètre de voyage la tracassait toujours. Elle a récupéré une photo de celui-ci, à part par Constable Perring, qu'elle avait persuadé par une enquête bien chronométrée et une assiette partagée de biscuits au gingembre. L'horloge avait été serrée. Mademoiselle Marple avait autrefois possédé un modèle similaire. Un Jaguar miniature, avec un mécanisme qui a duré 36 heures. Si elle est enroulée et à gauche, elle ne s'arrêterait pas sans interférence. Mais celui-ci avait, à 3h47 précisément, le temps de la mort. Et c'était dans sa poche. Était-ce une montre ou un message? Cet après-midi, elle a fait une deuxième visite à quelqu'un de moins attendu. Le jeune Tom Blanquin, le garçon de course qui travaillait à temps partiel pour le bureau de poste et à temps partiel pour Haroldine, s'appuyait contre une clôture près des attributions, jetant des cailloux dans un seau. « Tom, dit doucement Mademoiselle Marple, un mot rapide si vous avez un moment. » Il a été redressé, nerveux.
Je n'ai rien fait, madame. Bien sûr que non, dit-elle chaleureusement. Mais j'entends que vous parliez tôt la fête du jardin, avant l'arrivée des invités. Un peu avant, a-t-il admis. Et madame Mortimer a installé les tables. Il a transporté quelques boîtes de vaisselle du garde-manger. Avez-vous vu monsieur Blackwood ce matin-là? Tom hésita. Je l'ai fait, en fait. Une chose étrange, ça, l'a vu sortir la porte arrière des Mortimer 9 ans. 9. Ses sourcils se levèrent légèrement. Êtes-vous sûr? Tom hocha la tête. Avait la même montre que mon oncle. A remarqué le temps. M. Blackwood Marmonade. Semblait cross. A dit quelque chose sur la mauvaise clé sanglante, et qu'elle mentait. M'a un peu fait peur. Vous a-t-il vu? Je me suis esquivé derrière la haie. Je ne voulais pas qu'il ne pensait pas à ses clés. Son esprit cocha. La mauvaise clé. Elle ment. Quelqu'un a-t-il donné à M. Blackwood de fausses informations? Et c'était une clé? Elle tourna à nouveau ses pensées vers Margaret Mortimer. Polie, appropriée, mais plus agitée que l'occasion strictement nécessaire. Si M. Blackwood avait été dans sa maison à 9 ans, bien devant la fête. Alors elle avait retenu ces informations. Cela suggérait soit une complicité ou une peur. Et compte tenu du poids social des apparences, mademoiselle Marple a su qui était la plus probable. Elle est arrivée à l'avant-décotage une fois de plus, cette fois sans conserve. Margaret l'a saluée avec un sourire moins confiant. Molly Marple. 2 fois en une semaine. J'espère que rien ne va. Oh, rien du tout, a déclaré mademoiselle Marple, la passant devant le salon. Seulement une chose curieuse, on m'a dit que monsieur Blackwood vous avait rendu visite le matin de la fête. Vers 9 ans. Est-ce vrai? Madame Mortimer a pâli. Eh bien, oui. Bereavement. Je ne pensais pas que c'était important. Je trouve de brèves visites très importantes. Qu'est-ce qu'il voulait? Margaret lui a serré les mains. Il a dit qu'il devait vérifier le cabinet de salon. A affirmé qu'il m'avait prêté il y a des années clés et voulait récupérer quelque chose. Je lui ai dit que je n'avais jamais reçu une telle clé. Il a insisté pour que je l'avais fait. Avait-il trouvé quelque chose? Non. Ma chère Margaret, je crains que nous soyons tous impliqués, d'une manière ou d'une autre. À la maison, elle a ouvert son propre tiroir souvenir. À l'intérieur, il y avait une poignée de vieilles lettres, une des 3 données par son cousin tardif Frances et une clé en laiton mince avec un fil rouge. Monsieur Blackwood lui avait autrefois prêté une horloge à réparer, une faveur mineure, il y a des années, et lui avait donné une clé pour le panneau arrière. L'horloge avait depuis longtemps été retournée, mais elle avait oublié la clé. Soigneusement, elle l'a examinée. Petit. Lighton. Le numéro 47 gravé dans la base. 47. Le temps de la mort. Pas une coïncidence, sûrement. Et puis, comme si une pièce s'était classée en place, mademoiselle Marple se souvenait. Monsieur Blackwood avait une fois remarqué que chaque horloge qu'il possédait avait un numéro, un système d'inventaire en quelque sorte. Il aimait lui dire, si jamais je suis assassiné, Jane, suivez les clés. C'était alors une blague. Selon elle pensait-elle, elle avait maintenant la clé marquée 47. Et l'horloge dans sa poche s'était arrêtée à 3h47. Peut-être pas cassée. Peut-être 7. Un temps. Un signal. Et qu'en est-il des autres clés? Elle aurait besoin de parler à nouveau avec le constable. Si la police avait catalogué correctement les affaires de Blackwood, il y aurait plus de clés, peut-être même une boîte, d'entre eux. Quelque part parmi eux, le lien suivant dans une chaîne. Parce que ce n'était pas seulement un meurtre, mademoiselle Marple était de plus en plus sûre. C'était un calcul. L'apprenti. La clé. L'horloge arrêtée. Et maintenant, quelqu'un ment sur ce qu'il a fait, ou n'a pas trouvé, dans une armoire. Elle a lissé ses jupes, s'est assise à son bureau et a écrit une brève note à l'inspecteur grave demandant l'accès aux effets de feu monsieur Edwin Blackwood. Il était temps de suivre les clés. Les clés sont arrivées dans une enveloppe en papier brun nature. L'inspecteur grave,
bien que profondément sceptique quant à la note de Mademoiselle Marple et son intérêt de plus en plus détaillé pour les effets de l'homme mort, avait néanmoins accepté de lui permettre un regard supervisé. Purement hors de courtoisie, avait-il dit raidement. Bien que j'ose dire que vous êtes devenu quelque chose d'une distraction locale, Mademoiselle Marple. Les gens parlent. Ils le font toujours, répondit-elle doucement, prenant le paquet avec un sourire. Mais parfois, ils oublient d'écouter. Constable Perring l'a livré cet après-midi, aussi penaud, marmonnant que l'inspecteur était interviewé d'un cousin de M. Blackwood à Bath, et que Miss Marple était pour ne pas ouvrir des coffres-forts ou remuer des ennuis. Elle a promis qu'elle ne remuait rien de plus dangereuse qu'une tasse de thé. À l'intérieur se trouvaient 6 petites clés en laiton, chacune étiquetée avec des étiquettes à cordes fanées dans la main soignée et épicenées de M. Blackwood. Nombre 12, 19, 23, 31, 47 et 61. Elle a tenu celle qu'elle possédait déjà, confirmant qu'elle correspondait au 47 de l'enveloppe. Qu'avait-il voulu dire par « suivre les clés » et qu'est-ce qui manquait dans le cabinet de salon? Si M. Blackwood avait vraiment craint quelque chose, il savait que son temps pourrait être interrompu. Alors peut-être que ces clés représentaient plus que des tiroirs et des panneaux d'horloge. Ils pourraient représenter des secrets. Et les secrets, elle savait, ne rouillent pas. Ils ont simplement attendu. Sa première visite a été à la seule autre personne qui pourrait connaître la langue de ces clés, Harold Dean, le charpentier. Elle le trouva de ponçage dans un cadre de porte devant son chalet, des manches enroulées, le visage rougi vers le soleil d'été. Mademoiselle Marple, salua-t-il, clignotant de la poussière de ses yeux. Je ne m'attendais pas à des visiteurs. Personne ne vaut la peine d'être visité, a-t-elle dit doucement. Je me demande, je peux demander votre aide avec quelque chose de mécanique? Vous en savez bien plus que moi sur les boîtiers en bois et les raccords de verrouillage. Il baissa les yeux sur les clés qu'elle tenait. Clés d'horloge. En partie. Mais regardez ici, voir comment les dents sur celui-ci sont inhabituellement déposées, ce n'est pas seulement pour enrouler un mécanisme. Il a pris la clé étiquetée 31, en le regardant sous la lumière du soleil. Vous avez raison, cela était destiné à une boîte. Une fente profonde, pas un fond d'horloge. Une vieille marque, un boîtier en noyer, je dirais. Et celui-ci? Elle lui tendit le 19. Harold fronça les sourcils. On dirait un tiroir de bureau. Blackwood avait un de ces épais secrétaires en chaîne, n'est-ce pas? Avec un loquet de sécurité. Elle sourit. En effet, vous êtes très serviable, monsieur Dean. Autre chose que je puisse voir? Elle marqua une pause. Dites-moi, Harold, vous souvenez-vous d'un jeune homme nommé Denival? Il se raidit légèrement. Vaguement. N'était-il pas l'apprenti de Blackwood il y a quelques années? Il a disparu, assez soudainement. Harold hésita. Eh bien, on en a parlé, bien sûr. C'est toujours le cas. Mais j'ai entendu dire, officieusement, genre que Blackwood l'a mis à la porte. Il a dit qu'il se mêlait de choses qu'il ne devrait pas. De vieilles horloges, des bouts de papier. Il a peut-être même pris quelque chose. Miss Marple hocha lentement la tête. Les avez-vous déjà vus se disputer? Une seule fois. Blackwood le surprit en train de fouiller dans le placard de son atelier. Il craqua comme une brindille sèche. Il dit quelque chose comme « Vous n'avez pas le droit de faire ça », sans jamais dire ce que ça voulait dire. Et puis Val disparut. Oui, madame. Miss Marple le remercia et partit avec une étrange oppression. Harold n'était pas bavard. Qu'il se souvienne autant d'un incident à moitié oublié suggérait que cela avait laissé une trace. Le placard, les clés, les numéros. Qu'avait donc cherché Denival? Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une visite inattendue à Martin Calthorpe, le notaire. Elle la lui demanda sous prétexte de mettre à jour une petite clause de son testament. Il l'accueillit avec cette même douceur qui était devenue une sorte de cuirasse. 2 fois par semaine, Miss Marple. Je dois gagner en faveur. Je trouve que la faveur est rarement ce que les gens attendent, dit-elle en s'asseyant en face de lui. J'ai réfléchi au testament de M. Blackwood. Toujours. Oui.
Vous m'avez dit que c'était sans histoire. C'est presque, sauf une curiosité. Elle haussa les sourcils. Martin se pencha en arrière. Il a laissé une enveloppe scellée, adressée non pas à une personne, mais à un objet. Il l'a appelée la dette de l'apprenti. Il donnait des instructions pour qu'elle ne soit ouverte que si un certain objet était trouvé. Quel objet? Une petite montre. Une montre d'apprenti. Une qu'il prétendait avoir été volée. Et l'a-t-on jamais retrouvée? Martin secoua la tête. Pas que je sache. Franchement, j'ai trouvé toute cette histoire un peu mélodramatique. Le mélodrame masque souvent le sens. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Pensez-vous que cela ait un rapport avec le meurtre? Je pense que M. Blackwood se croyait en danger, et qu'il avait laissé des messages pour que quelqu'un les retrouve. Quelqu'un en qui il avait confiance pour deviner le motif. Vous? Demanda-t-il. Elle sourit faiblement. C'est possible. Mademoiselle Marple se leva et se retourna pour partir, puis marqua une pause. Une dernière question, Monsieur Calthorpe. Denny valait-il jamais revenu dans ce village après son départ? Martin ne s'y a pas. Pas à ma connaissance. Mais bon, certains hommes savent comment se changer les idées. Mademoiselle Marple inclina la tête. Les meurtriers aussi. De retour dans son salon, Miss Marple posa les clés et réfléchit. Une montre volée, une enveloppe scellée, un apprenti rejeté sous le coup de soupçon, un placard fouillé et peut-être maintenant vidé. Quelqu'un était revenu à Nether Shipping. Elle en était certaine. Pas sous sa forme actuelle, mais sous une autre apparence. Elle repensa à la seconde tasse inconnue sur le plateau de thé. Quelqu'un qui était entré discrètement, avant la fête, probablement connu de M. Blackwood. Quelqu'un qui avait déjà essayé, une fois, de trouver quelque chose de caché et avait échoué. Peut-être était-il revenu pour réessayer. Peut-être avait-il réussi cette fois. Le lendemain, elle reçut un appel inattendu. Harriet Sim, pâle et les traits tirés, mais résolue, se tenait à son portail. « J'ai besoin de parler. » dit-elle, attendant à peine d'être invitée. Autour du thé, ces mots jaillirent. « Je me suis souvenu de quelque chose d'étrange, » dit Harriet. Quelque chose qui ne semblait pas important jusqu'à présent. Le matin de la garden party, je suis arrivé tôt, et j'ai vu quelqu'un dans le salon. Un homme, pas Blackwood. La voix de Miss Marple était calme. Et vous n'en avez pas parlé avant? J'ai cru que c'était quelqu'un qui aidait à l'installation. Il était penché sur le meuble. Il s'est retourné en m'entendant, mais il portait une casquette, bien basse. Il a souri et a dit, « Je vais juste chercher une horloge pour Madame Mortimer. » Je n'y ai pas prêté attention. Vous souvenez-vous de son apparence? Pas exactement. Grand, mince, les yeux clairs. Mais ce qui m'a frappé, c'est sa voix. Elle était calme, trop calme, habituée. Monsieur Blackwood est-il apparu après? Harriet hocha la tête. 10 minutes plus tard. Il a fait irruption dans la maison, visiblement furieux. Et puis la journée a filé. Miss Marple lui prit la main. « Ma chère, vous avez fait preuve d'un grand courage. » Mais dans son esprit, quelque chose d'autre se mit en place. L'homme à la casquette. Le cabinet. La voix calme. Quelqu'un qui faisait semblant d'appartenir à la famille. Un ancien apprenti, peut-être. Un homme autrefois disparu. Un homme qui portait désormais un autre nom. Miss Marple se leva, alla à son secrétaire et ouvrit la petite boîte en velours où elle conservait des souvenirs inutilisés. La clé marquée 19 se glissa dans la serrure de la vieille boîte à lettres de son père, une création de M. Blackwood, offerte il y a longtemps. À l'intérieur, là où elle seule aurait su regarder, se trouvait un papier plié. Une ligne d'écriture. S'il revient, surveillez le temps qui ne s'écoule pas. Et en dessous, un nom griffonné à l'angle. Valley. Le lendemain matin se leva d'une clarté inhabituelle, comme si le ciel tentait de laver les résidus de tromperie qui s'accrochaient à Nether Shipping. Mais pour Miss Marple, le ciel ne servait qu'à illuminer ce qui, jusqu'alors, était tapi dans l'ombre. Elle était assise à sa table, la boîte doublée de velours ouverte devant elle,
le message à l'intérieur sans équivoque. S'il revient, guettez le temps qui ne s'écoule pas. Signé, Val. Un avertissement d'un homme que l'on croyait disparu, ou peut-être un dernier mot de quelqu'un qui savait qu'il serait traqué. Quoi qu'il en soit, cela compliquait tout. Denny-Val n'avait pas disparu dans l'oubli après sa disgrâce. Il était resté, du moins en pensée, peut-être même en apparence, attaché à la vie de Blackwood. L'expression « le temps qui ne fait pas tic-tac » était indubitable dans son allusion, la pendule de voyage arrêtée. Celle, bien remontée, retrouvée figée à 3h47, nichée dans la poche de la victime. Miss Marple croyait désormais que la pendule n'était pas destinée à être une simple montre, mais un message, une déclaration délibérée et définitive d'un homme qui mesurait la vie en engrenages et en secondes. Mais pour qui? Certainement pas pour la police. Il ne verrait qu'une pendule arrêtée. Non, elle avait été laissée à quelqu'un qui pouvait la lire. Quelqu'un comme elle. Elle retourna le papier, mais il n'y avait plus rien d'écrit. Seulement ce nom Val, et le message énigmatique et complice d'un homme qui lui avait fait confiance. Son intuition plus que la loi ne lui avait fait confiance. Elle entra dans le village juste avant midi, se dirigeant résolument vers le bureau de poste sous prétexte de déposer une lettre. Madame Perry, la postière, leva les yeux avec son sourire habituel. « Un autre mot pour votre neveu, Miss Marple. »« En effet, » dit Jane en lui tendant l'enveloppe, qui était vide. « Juste un petit bonjour. Il s'inquiète quand je n'écris pas. » Madame Perry se pencha en avant, l'air conspirateur. Tout le monde parle encore de cette deuxième tasse. Jane inclina la tête d'un air innocent. « Ah? Oh oui. L'inspecteur s'y intéresse enfin. Il recherche des empreintes digitales. Une tâche ingrate, à mon avis. Elle a été lavée et séchée comme toutes les autres. Pourtant, murmura Miss Marple, le timing est curieux. Quand un homme meurt avec une horloge dans sa poche et un mystère dans son placard, il faut toujours se demander, qui est su pour la tasse avant tout le monde? Madame Perry cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Oh, rien, dit mademoiselle Marple avec un sourire poli. Je réfléchissais tout haut. On fait ça? À mon âge. Elle partit en inclinant légèrement la tête. Derrière elle, l'esprit de madame Perry tournait, probablement vers quelqu'un d'autre. Mais mademoiselle Marple ne cherchait pas à la convaincre de quoi que ce soit. Elle tâtait le terrain, attendant de voir qui broncherait. La véritable révélation ne vint pas d'une conversation, mais du hasard. En passant devant le vieil arrêt de bus, près de la place du village, elle aperçut le révérend Finch, plongé dans ses pensées, assis sur le banc, un journal serré à la main. « Jane, dit-il, sorti de sa rêverie. Bon sang, je ne vous avais pas vu. Vous aviez l'esprit ailleurs. » Répondit-elle. « Vous repensiez au sermon de dimanche. J'essaie, mais j'avoue que j'ai été plutôt distrait. » Il baissa la voix et regarda par-dessus son épaule. « J'ai reçu la visite d'une personne inattendue. » L'intérêt de Miss Marple s'aiguisa. Dennis Valley. L'espace d'un instant, le village autour s'immobilisa. Une bicyclette passa au loin. Un chien aboya 2 fois avant de se taire. « Denny-Val est revenu » dit-elle doucement. Le vicaire hocha la tête. « Il y a 3 jours. Il se faisait appeler David Van maintenant. Il a dit qu'il voulait parler, faire la paix, quoi que cela veuille dire. Il a demandé la confidentialité. J'ai accepté, bêtement peut-être, mais il a insisté. Qu'a-t-il dit? Très peu. Qu'il avait des affaires en suspens avec M. Blackwood. Qu'il regrettait certaines choses. Puis il est parti. Disparu de nouveau. Et maintenant, M. Blackwood est mort. Oui. Miss Marple joignit ses mains gantées. Croyez-vous toujours qu'il est parti volontairement? Le révérend garda le silence. De retour chez elle, mademoiselle Marple passa en revue ce qu'elle savait désormais. Denny-Val était revenu sous un nouveau nom. Harriet Sim l'avait aperçu dans le salon, penché sur le placard. M. Blackwood avait ensuite fait irruption dans la même pièce, marmonnant des mensonges et une fausse clé. Une horloge s'était arrêtée à 3h47,
remonté volontairement, mais s'était arrêté presque certainement comme un signe final. Le village croyait que Denival avait été chassé. Mais et si la vérité avait été plus complexe? Et s'il avait trouvé quelque chose, ou s'il n'avait rien trouvé et avait été averti? Et maintenant, toutes ces années plus tard, il était de retour. Était-il venu en quête de justice ou de vengeance? Ce soir-là, le village fut surpris par la nouvelle d'un autre cambriolage. Le salon de Madame Mortimer, encore. Sauf que cette fois, rien de subtil. Un panneau de la porte-fenêtre avait été brisé, et l'une des horloges de M. Blackwood, jusque-là intacte, avait disparu. La même chose. L'horloge qu'il avait réparée pour Madame Mortimer des années auparavant. Celle qu'il avait appelée la mesure de l'apprenti. Mademoiselle Marple parcourut la courte distance qui le séparait de l'avant-des-cottages, où Margaret Mortimer, essoufflée et désemparée, était entourée de voisins et d'un inspecteur grave fraîchement rentré. « C'est horrible, » disait-elle. « Le verre, partout. Et la seule chose volée, c'est cette vieille horloge ridicule. » Grave griffonnait dans son carnet. Aucun signe d'effraction au-delà du verre. Mais on dirait que quelqu'un a essayé de crocheter la serrure en premier. Comme ça n'a pas marché, ils ont eu recours à la force. Mademoiselle Marple, légèrement penchée sur le côté, demanda doucement, l'horloge avait-elle de la valeur? Madame Mortimer secoua la tête. Pas au sens monétaire. Sentimental, peut-être. Il me l'a donnée après l'avoir réparée. Il l'a qualifiée de prototype. Il a dit qu'elle indiquait l'heure mieux que la plupart des gens. L'inspecteur grave grogna. Alors quelqu'un a risqué l'arrestation pour voler un souvenir? Miss Marple ne dit rien. Elle scruta la pièce du regard. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le verre brisé, ni les murmures des voisins près de la clôture. C'était le silence. Les autres horloges. Toutes les autres horloges de la pièce s'étaient arrêtées. Elle se dirigea vers la cheminée et ajusta délicatement les aiguilles de l'une d'elles. Elle résistait, remontée trop serrée. Une autre pareille. Toutes les horloges avaient été remontées. Toutes s'étaient arrêtées. Il en manquait une. C'était un message. Ou un avertissement. Une signature, peut-être. L'inspecteur grave s'éclaircit la gorge. Miss Marple, avez-vous quelque chose à ajouter? Elle se tourna lentement vers lui. Seulement ceci, dit-elle, calme et posée. Monsieur Blackwood m'a dit un jour que l'âme d'un homme vit dans ses montes. Si quelqu'un lui a volé celle qu'il chérissait le plus, il n'a pas volé une horloge. Il lui a volé sa voix. De retour chez elle, elle alluma une lampe et rangea les clés restantes. Puis, avec précaution, elle ouvrit à nouveau la vieille boîte à lettres et en sortit une seconde enveloppe secrète qu'elle avait trouvée sous le plateau la nuit précédente. Une enveloppe qu'elle n'avait montrée à personne. L'écriture correspondait à celle de Blackwood. À l'intérieur se trouvait une seule page. À qui de droit? S'il m'arrivait quelque chose, sachez que Denival n'était pas un voleur. Il était mon successeur. Le seul à avoir vu la vérité. Il a essayé de protéger la montre. S'il est revenu, remettez-lui ce mot. Et faites-lui confiance. Le véritable danger est celui qui prétend protéger mon héritage. Il s'est lui-même trompé. Blackwood. Miss Marple referma les couvercles. Maintenant, c'était plus clair. Val était revenu non pas en méchant, mais en gardien, à la recherche de quelque chose qui avait été enterré peut-être littéralement pendant des années. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiance, avait passé le même temps à se forger l'image d'un apprenti rebelle pour protéger son propre secret. Elle se doutait de plus en plus de l'identité de cette personne. Mais il lui fallait encore une pièce. Un dernier mouvement dans le mécanisme. Et puis, comme toute horloge bien faite, tout se mettrait en place. Le lendemain matin, Miss Marple fit quelque chose de très inhabituel. Elle demanda une audience. Elle écrivit un bref mot, remis en main propre par le jeune Tom Blanquin, adressé à Martin Calthorpe, ESQ, lui demandant de venir la voir l'après-midi même pour prendre le thé et régler une petite affaire d'intérêt commun. Elle savait pertinemment que la curiosité l'attirerait plus vite que n'importe quelle convocation du gendarme local.
Effectivement, à 4 heures précises, on frappa à sa porte d'entrée. Miss Marple ouvrit avec son sourire serein habituel. Monsieur Calthorpe. Quelle promptitude. Entrez. Martin Calthorpe était impeccablement vêtu, comme toujours, d'un costume en lin impeccable et d'une cravate violette qui laissait deviner la vanité. Il entra avec l'assurance d'un homme habitué au bois poli et au mensonge poli. « Je dois admettre, dit-il avec un léger rire, que vous avez toute mon attention, Miss Marple. » Elle le conduisit dans son salon. L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement. 2 tasses de thé étaient déjà posées sur un plateau, ainsi qu'une assiette de biscuits au gingembre et de tranches de citron disposées avec la précision qu'Edwin Blackwood aurait appréciée. « J'espère que vous me pardonnerez ma franchise, dit-elle en servant le thé. Mais j'ai beaucoup réfléchi aux horloges. » Martin haussa un sourcil en acceptant la tasse. « Et maintenant? »« Oh oui. Voyez-vous, Monsieur Blackwood m'a dit un jour que les horloges révèlent plus que le temps. Que si on comprend leur fonctionnement, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, on peut comprendre les gens. J'imagine que vous le saviez aussi. » Il sourit faiblement, un masque commençant à glisser. En effet, Monsieur Blackwood était un sacré philosophe, n'est-ce pas? J'ai toujours trouvé la philosophie plutôt utile à la vie de village, songea Miss Marple. Elle aide à comprendre ce qui motive les gens, leurs motivations, leurs échecs, et bien sûr, leurs secrets. Elle remua lentement son thé. Vous avez dit que le testament de Monsieur Blackwood était ennuyeux. Mais je pense que nous savons tous les deux qu'il ne l'était pas. La tasse de Martin s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ah bon? Je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétude quant à ce qui pourrait être découvert après sa mort. Surtout par la personne en qui il avait vraiment confiance. Pas la police, pas même son avocat, mais quelqu'un sans fonction officielle. Quelqu'un de discret. Observateur. Son regard croisa le sien. Quelqu'un comme moi. Une lueur d'agacement traversa son visage, mais elle fut vite masquée par un sourire condescendant. « Jane, tu ne peux pas croire que tu as assassiné Monsieur Blackwood. » L'interrompit-elle doucement. « Non, pas encore. Mais je crois que tu savais que Denny Val était revenu. Je crois que tu étais au courant pour la montre qu'il cherchait. Et je crois que tu craignais qu'il ne découvre ce que tu avais fait pour protéger ton petit empire. » Le regard de Martin se refroidit. « Tu spécules. Vraiment? Alors, essayons, d'accord ?» Elle se leva, se dirigea vers son bureau et en sortit une petite boîte en noyer, du même type que M. Blackwood avait autrefois privilégié pour sa collection privée. Elle l'ouvrit lentement, théâtralement, révélant l'objet qu'elle contenait. Une montre. Petite, élégante et incontestablement unique. La pièce semblait encore l'entourer. Martin sursauta. « Où l'as-tu trouvée? »« Oh, Monsieur Blackwood me l'a envoyée il y a des années. Pour la garder précieusement. Je soupçonne qu'il se doutait de ce que vous pourriez tenter, et il savait que s'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un viendrait le chercher. Quelqu'un qui le saurait. » Elle pencha la tête. « Vous, bien sûr, pensiez que Denny Val l'avait. Et à son retour, vous avez supposé qu'il l'avait pris dans le placard. Comme ce n'était pas le cas, eh bien, vous avez pensé que M. Blackwood l'avait peut-être récupéré en premier. Ce qui faisait du plateau de thé l'occasion idéale. » Martin était parfaitement immobile. Ses doigts étaient blancs sur le bord de la tasse. « Digitoxine, dit-elle doucement. Un choix calculé. Difficile à détecter. Surtout si elle était livrée dans quelque chose d'aussi ordinaire qu'une tasse de thé de garden party. J'imagine que vous vous êtes glissé par la porte-fenêtre, avez déposé la tasse empoisonnée et vous êtes éclipsé. La pauvre Harriet, bien sûr, l'a découvert, et vous avez eu votre scène innocente. » Martin ne répondit pas. « Mais voici ce qui m'a troublé, » poursuivit-elle. « Vous avez prétendu que le testament de M. Blackwood était banal. Et pourtant vous connaissiez la lettre scellée, la dette de l'apprenti. C'est curieux. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main. « Je l'ai lu, » dit-elle. « Il désigne Denny Val non pas comme un voleur, mais comme son héritier. La seule personne à qui il ait jamais confié la vérité.
Et ce faisant, il vous a implicitement désigné comme celui qui a tenté de l'enterrer. Le silence entre s'épaissit comme de la crème caillée. Puis il reposa sa tasse. Et maintenant, dit-il d'une voix plus basse, plus dure. Vous n'avez aucune preuve. Non, dit-elle. Seulement une série d'indices qui, une fois assemblés, donnent leur parfaitement. Comme toute belle montre. Vous craignez que Dennyval vous dénonce. Que la montre prouve qu'il avait été le successeur choisi par Blackwood. Que votre rôle de notaire et votre contrôle sur certains legs soient remis en question. Que l'on découvre ce qui s'est passé il y a des années dans l'atelier, lorsque Val a disparu. Le visage de Martin s'assombrit. Il nous a volés. Ne le romancez pas. Il a découvert quelque chose, corrigea-t-elle. Un registre financier peut-être. Ou des documents prouvant que vous aviez mal géré certains fonds. Peut-être même falsifié des signatures. Et au lieu d'en assumer les conséquences, vous avez convaincu Blackwood que Val était le méchant. Sauf qu'il ne vous a pas vraiment cru, n'est-ce pas? Il rit, d'un rire sec et creux. Vous savez, vous êtes très malin pour quelqu'un qui fait semblant de ne rien voir. Oh, je vois, dit Miss Marple. Je vois beaucoup de choses, surtout quand les gens me sous-estiment. Ce soir-là, mademoiselle Marple envoya un mot à l'agent Perring. Il était court, non signé et soigneusement plié. Eût fouillé la mallette de M. Calthorpe. Vous trouverez un mouvement de montre cassée, identique à celui qui manquait à l'horloge Mortimer. Il l'a brisée, croyant que c'était la montre de l'apprenti, mais ce n'était pas le cas. La vraie est en sécurité. Il y a une lettre de la main de M. Blackwood désignant son successeur. Cela prouve le mobile. Interrogez également le révérend Finch au sujet de l'homme se faisant appeler David Van. Ne tardez pas. Puis elle s'assit et attendit. À la tombée de la nuit, Martin Calthorpe avait été arrêté alors qu'il se rendait à la gare. Dans sa valise. Un mouvement d'horloge fêlé enveloppé dans un tissu, un flacon de comprimé de digoxine prescrit à un client décédé 2 mois plus tôt, et une clé numéro 47, toujours dans la poche intérieure de son manteau. Les preuves, bien que circonstancielles, dressaient un tableau difficile à ignorer. C'est l'inspecteur Grave qui vint la voir le lendemain. Le matin, chapeau à la main, l'orgueil légèrement meurtri. Mademoiselle Marple, je vous dois des remerciements. Et, je suppose, des excuses. Oh, ce n'est pas nécessaire, dit-elle joyeusement. Je comprends parfaitement. Il est facile de négliger l'évidence quand elle est habillée de tweed et de bonne manière. Il jeta un coup d'œil au trousseau de clés soigneusement rangé sur sa table. Une question. Pourquoi toutes ces horloges? Pourquoi les arrêter? Elle sourit. Parce que, inspecteur, pour un homme comme Martin Calthorpe qui s'occupe de manipulation et d'image, l'idée que toutes les horloges de la pièce aient été réduites au silence était terrifiante. Il pensait que Dennyval était responsable. Cabal et Loupcharwait. Cela ébranlait sa confiance. Et quand on secoue un homme comme ça, il finit par se tromper de tasse. Grave le fixa du regard. Vous avez planifié ça? J'ai simplement aidé les pièces à se mettre en place. Il secoua la tête. Mi-amusé, mi-impressionné. J'espère que vous ne me détesterez jamais, mademoiselle Marple. Elle rit doucement. Oh, je crois que je l'ai déjà fait. Nether Shipping avait rarement connu un tel drame. Si les ragots avaient toujours circulé rapidement ici, comme du lierre sur de vieilles pierres, cette fois, ils étaient résolus. Au matin, tout le village savait que Martin Calthorpe, avocat distingué et mécène de longue date du fonds pour le toit de l'église, avait été emmené par l'inspecteur Grave. Cette nouvelle flottait de maison en maison comme un pigeon effrayé. Mais tandis que la majeure partie du village bourdonnait, chuchotait et spéculait, Miss Marple était assise tranquillement à son bureau, avec un sentiment de paix rare lors d'une enquête pour meurtre. Elle le savait depuis le début, d'une manière vague et persistante, pas le nom, peut-être, mais le schéma. Car le meurtre était, au fond, un schéma comportemental, masqué par la routine et l'ego. Et Martin Calthorpe s'y était trop bien adapté. Pourtant,
Il restait un fil conducteur à démêler. Et il arriva peu après le petit-déjeuner, lorsque Denny Val monta sur son perron. Il portait un costume modeste, légèrement froissé aux poignets, et une allure qui contrebalançait lassitude avec une lueur de vieille détermination. Il était plus âgé que la dernière fois qu'elle l'avait vu, plus de rides sur le visage, plus de gris sur les tempes, mais c'était bien lui, indéniablement. « Miss Marple », dit-il, comme si son nom l'avait soutenu au fil des ans. Elle lui offrit du thé sans préambule, et il accepta. Ils s'assirent dans le salon, le tic-tac de sa pendule étant le seul bruit pendant un moment. « Je suppose que je vous dois une explication, » dit-il enfin. « Non, » dit-elle doucement. « Vous vous en devez une. » Il leva les yeux, surpris. « Je savais que vous n'aviez pas volé la montre, » poursuivit-elle. « Je ne connaissais pas toute l'histoire, bien sûr pas à l'époque, mais j'en savais assez. Vous posiez trop de questions astucieuses, et l'intelligence déstabilise ceux qui se fient au secret. » Il hocha la tête en baissant les yeux vers sa tasse. « Je n'ai jamais rien voulu prendre. Je voulais juste apprendre de lui. Edwin Blackwood était plus qu'un mentor. Il était ce que mon père n'a jamais réussi à être. Précis, juste, sans peur de la vérité. Mais il a commis une erreur. Faire confiance à Martin, dit-elle. Oui, soupira Denny. Il a découvert ce que Martin faisait. Détourner des fonds de plusieurs petits fonds grâce à des failles juridiques. Rien de flagrant, rien d'illégal par lettre. Mais mal. Je l'ai confronté. Et, d'une manière ou d'une autre, je suis devenu le voleur. Tu étais jeune, discrète, facile à écarter. Il hocha de nouveau la tête. Je suis parti parce que Blackwood me l'a demandé. Pas par colère, mais pour me protéger. Il a dit que je devais partir, et que le moment venu, il remettrait les choses en ordre. Mais il ne l'a jamais fait. Jusqu'à maintenant, dit Miss Marple en lui déposant délicatement l'enveloppe cachetée que Blackwood avait laissée, celle marquée « La dette de l'apprenti ». Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu l'as lu »« Oui. Pardonne-moi. J'ai pensé qu'il serait peut-être nécessaire de convaincre les autres de ton innocence. » Denny l'ouvrit, les mains tremblantes. En lisant, il eut le souffle coupé. Lorsqu'il releva les yeux, quelque chose avait changé sur son visage, pas vraiment du soulagement, mais de la reconnaissance. Le retour de quelque chose depuis longtemps perdu. Il croyait vraiment en moi. Il n'a jamais cessé, dit mademoiselle Marple. Mais il savait que les hommes comme Martin ne tombent pas dignement. Il faut les amener à se dévoiler. Denny eut un sourire ironique. Et vous l'avez mené. J'ai simplement arrangé les choses. Il marqua une pause. Puis la montre cassée qu'il a prise. C'était un leurre, dit mademoiselle Marple. Oh, la vraie est toujours en sécurité. Blackwood me l'a confiée il y a des années. Avec une clé. Je suppose qu'il a senti que la vérité ne serait en sécurité qu'avec quelqu'un de trop vieux pour se soucier d'ambition. Il la fixa un instant, puis rit, non pas d'amusement, mais de soulagement. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne fais pas ça, dit-elle. Mais si jamais tu décides de te remettre à l'horlogerie, j'ai une horloge de grand-mère qui est devenue très capricieuse. Tu pourrais y être Noël. Cet après-midi-là, l'inspecteur Grave donna une sorte d'interview à la presse sur les marches de la salle des fêtes, mais seul le Shipping Weekly Gazette et le carnet de Madame Finch étaient présents. Il expliqua que Martin Calthorpe avait été arrêté, soupçonné de meurtre avec préméditation et de fraude financière. L'affaire était en cours et d'autres accusations étaient attendues. Harold Dean acquiesça d'un signe de tête approbateur. Il n'a jamais fait confiance à ses gilets. Harriet Sim retourna au travail le lendemain. Sa tante avait quitté la ville, bien qu'elle paraisse encore fatiguée, ses joues avaient repris des couleurs. Miss Marple la vit dans la file d'attente de l'épicerie et lui adressa un sourire chaleureux. « Tu as été très courageuse, ma chère, » dit-elle doucement. Peu de gens auraient parlé de ce qu'ils ont vu. Harriet rougit. « Je me sens encore ridicule. Je pensais que ce n'était rien. » C'est rarement le cas, dit Miss Marple. La véritable solution, cependant, survint quelques jours plus tard, lors des funérailles discrètes d'Edwin Blackwood. Miss Marple y assista,
tout comme le révérend Finch, Harriet, Harold et quelques autres. Martin Calthorpe était, bien sûr, absent, sa place était visiblement vide. Le temps était sec, la cérémonie brève. Tandis que le cercueil était descendu, Dennyval se tenait au fond de la foule, chapeau à la main. Personne ne le contesta. Miss Marple y veilla. Une fois la terre tassée et la foule dispersée, Denny resta. Miss Marple s'approcha de lui une fois de plus. « Tu pourrais encore faire beaucoup, tu sais, dit-elle doucement. Il lui jeta un regard en coin. « Tu veux me racheter? »« Non, dit-elle. Je veux dire perpétuer ce qui t'a été confié. » Edwin Blackwood a bâti un héritage de précision et de vérité. Il a peut-être vacillé vers la fin, mais son dernier acte fut de rétablir la vérité. Voilà le véritable héritage. Il hocha la tête, solennel. Je l'honorerai. Je crois que tu le feras. Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, seule mais satisfaite. Elle sirotait son thé et écoutait le léger tic-tac de l'horloge de son grand-père. Elle avait 5 minutes de retard, et cela ne la dérangeait pas. Le temps, pensa-t-elle, n'était pas toujours mieux mesuré par les machines. Parfois, le cœur sait mieux. Elle fouilla dans le tiroir à côté de sa chaise et en sortit une dernière fois la montre de l'apprenti. Elle était petite, dorée et gravée des initiales D.V. Sur le dessous, elle s'était arrêtée, délibérément, à 3h47. Elle la remonta doucement, une seule fois, et écouta son tic-tac. Dans un monde de tromperie, c'était le son de quelque chose de vrai. L'été s'estompait lentement et mielleusement, tandis que Nether Shipping glissait du scandale à son calme habituel. Les roses, après avoir fleuri au milieu des drames de la saison, commençaient maintenant à s'enrouler sur leurs bords. La guirlande de la garden party de Madame Mortimer avait été retirée depuis longtemps, soigneusement pliée et placée dans une boîte étiquetée « Été 1955 », comme si les événements qu'elle avait présidés pouvaient être rangés aussi proprement. Mais les gens se souvenaient. Et ils murmuraient. Ils murmuraient en passant devant le perron du bureau fermé du notaire, où le nom de Martin Calthorpe avait autrefois brillé en cuivre. Ils murmuraient lorsque le facteur livrait des enveloppes d'apparence officielle au bureau du gendarme du village. Et ils murmuraient quand on vit Dennyval aider M. Dean à raccrocher la cloche du clocher, les manches retroussées, le regard baissé, un homme de retour, mais pas entièrement reconquis. Mademoiselle Marple, quant à elle, ne dit pas grand-chose. Elle accepta les tomates fraîches du jardin potager d'Harold Dean avec une gratitude polie, déclina toute question de Madame Finch avec un sourire discret et se remit à tricoter sous le soleil de l'après-midi. La vie à Nether Shipping, elle le comprenait, exigeait un retour en douceur à l'ordre. Mais sous son calme bordé de dentelle, il resterait toujours le souvenir de ce qui l'avait brisé. Le lendemain des funérailles, elle reçut une lettre. L'enveloppe portait un cachet de la poste londonienne. L'écriture soignée mais inhabituelle. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier ivoire pliée et une carte. Monsieur Dennyval, horloger et restauration Clerkenwell, Londres. La lettre disait « Chère Miss Marple, j'ai décidé de m'installer à Londres et d'ouvrir un petit atelier. J'ai trouvé un endroit dans une rue étroite qui abritait autrefois des horlogers il y a un siècle, ce qui me semble tout à fait approprié. Je l'ai appelé The Tick et Tistle, d'après un modèle que M. Blackwood m'a montré un jour. Je pensais que vous approuveriez. Où la montre de l'apprenti repose maintenant dans ma vitrine. Elle ne sera jamais à vendre. Je vous dois plus que je ne peux le dire. Si l'horloge de votre grand-mère vous pose un nouveau problème, il vous suffit de m'envoyer un mot. Vous avez contribué à restaurer plus qu'une réputation. Vous avez restauré l'artisanat lui-même. Avec une gratitude éternelle. Dennyval. Miss Marple la lut 2 fois, puis la glissa dans son tiroir à côté d'un sachet de lavande séchée et du mot que Blackwood lui avait écrit un jour. Certaines fins, pensa-t-elle, ne il fallait qu'il s'incline. Il leur fallait simplement se calmer. Au village, l'histoire commença à changer, comme toujours. En septembre, M. Turley, le boucher, affirmait avoir toujours eu un drôle de pressentiment.
À propos de Martin Kaltorp, tandis que Ruth Todd insistait sur le fait qu'elle avait remarqué une certaine façon sournoise dont il beurrait ses scones. Madame Mortimer, naturellement, est restée pour elle, son salon nouvellement redécoré en blouse doux et sans une seule horloge en vue. L'horloge de Mortimer, la mesure de l'apprenti, n'a jamais été récupérée. Mademoiselle Marple soupçonnait qu'il avait été détruit, pas dans la rage, mais dans la peur. Martin avait cru que cela avait toujours eu la clé, de la fierté. Ironiquement, il n'avait pas été mesuré, tout comme l'un des engins les plus délicats de Blackwood. La tombée de Blackworth. Des choses calmes, quelqu'un, elle soupçonnait Denis, avait placé une petite montre de poche à cocher sous les fleurs. Elle se tenait là pendant un long moment, puis se tourna pour aller, ses marches éclairantes sur le chemin du gravier. À la maison, son tricot était inachevé à côté d'une tasse de thé, et ses pensées erraient, non seulement aux événements des dernières semaines, mais aux modèles qu'ils avaient révélés. Le meurtre, selon son expérience, était rarement de la haine. Plus souvent, il s'agissait de peur, de l'exposition, d'insignifiance, de justice. Martin Kaltorp avait construit sa vie sur le contrôle, de la langue, des apparences, de la nuance juridique. Il avait dépendu de l'hypothèse que les gens négligeraient la gentillesse, la compétence mal interprétée et ne croiraient jamais que quelqu'un de calme, quelqu'un comme Val, pourrait tenir le pouvoir sur lui. Mais il l'avait fait, et ce n'était pas une force qu'il avait annulée, ni même la vengeance. C'était une montre cassée, une horloge arrêtée, la mémoire d'une fille, la conscience d'un vicaire, et la persistance tranquille d'une femme qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Cet après-midi, le poste a apporté une autre lettre, sur un du neveu de Miss Marple, Raymond. Ou la chère tante Jane, j'espère que vous vous êtes repoussé. Je m'inquiète parfois que vous vous impliquiez trop dans les drames du village, bien que vous ne doutez pas de les gérer mieux que la gendarmerie locale. Nous avons été invités à une série de conférences à Bath sur l'éthique de la perspective narrative. Rifting, j'en suis sûr. Dites que vous viendrez. Un changement de décor vous ferait du bien. Amour, Raymond, elle sourit, plia soigneusement la lettre et la plaça à côté de ses lunettes. Peut-être qu'elle irait à Bath. Elle avait toujours trouvé des conférences plutôt apaisantes, en particulier celles où les gens en disent beaucoup trop tout en croyant qu'ils disaient très peu. En attendant, il y avait des chaussettes à terminer, des scones à cuire et une certaine satisfaction en sachant que, pour l'instant, toutes les horloges de l'écaillage du bas ont coché dans le temps. Certaines vérités avaient été découvertes et certains secrets sont retournés doucement sur la terre. Et mademoiselle Marple, toujours composée, toujours attentive, est retournée sur sa chaise par la fenêtre et reprit son tricot. Le motif, après tout, était presque terminé.